Vous savez, lorsque les droits fondamentaux sont systématiquement piétinés dans un état de droit où tous, gouvernent et gouvernants, sont soumis à l'autorité de la loi, les 19 millions sont dans la banque. Les prévenus que je suis n'ont jamais touché à un franc. Non, pourquoi sommes-nous pressés? Faisons des choses correctement, si ça nous prendra. C'est la justice, ça passe. Mais ici, vous êtes prévenus. Vous ne comprenez pas le terrain. En tant qu'ancien ministre, vous êtes incompétent. Oh là là. Oui. Il a raison. Lorsque l'on voit la précipitation avec laquelle les choses se passent, je ne voudrais pas que vous puissiez me faire douter de l'issue de ce procès. Parce que je crois en cette justice, je crois en vous. C'est pourquoi je suis là. Je voudrais que les choses se passent selon les normes, c'est tout ce qu'on vous demande, selon les règles de l'art. Mes droits ont été violés. Ça coûte quoi à la haute cour, la plus haute cour de notre justice, en tout cas du point de vue dans l'ordre judiciaire, ça coûte quoi de nous accorder 2 semaines, 1 mois pour que la Cour constitutionnelle se prononce. Que les arrêts R11 1800, R11 1830 de la Cour constitutionnelle, le requérant que notre client a saisi aux fins de déclarer contraire à la Constitution l'arrêt avant du droit qui a été rendu par votre Cour. En fait, nous avons saisi cette haute cour, la Cour constitutionnelle, avec des faits qui sont donnés dans la requête. Ça, c'est sur la première requête sous le R-Cons 25 37. Nous avons une deuxième requête 25 36. Et on a fait déposer ces requêtes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons des éléments dans notre possession, on les dépose. Vous dites que vous avez déposé combien de requêtes? Deux requêtes. Le 25-36 et puis le 25-37. 2 requêtes. 25-36. Oui. 25-36 et puis 25-37. Ici, nous avons 25-37. Nous avons 2. 36 et 20. Pour la première requête, vous dites que c'est. Vous donnez juste le résumé de ce que vous demandez. Pour la première, la deuxième, là, on ne la connaît pas. Nous avons donné, je pense que vous devez trouver la deuxième requête. Les 2 requêtes sont déposées, mais le président de la Cour veut avoir le résumé. Oui, les 36. Commencez par 36, 25, 37, qui est à la Cour, qui est dans le dossier. La deuxième, on l'ignore. Non, la deuxième est là. Donc, nous avons le 36, donc 25-36 et puis 25-37. Alors, pour j'ai lu le 37. On demande que je lise. Faites le résumé des faits. Tout ce Oui. ça va prendre du temps.
Alors, je passe la parole au doyen Ekombe pour qu'il fasse rapidement les résumés des faits. Oui. Merci, monsieur de la Cour. Nous avons déposé hier au greffe de la Cour constitutionnelle 2 requêtes. La première, le 25-36, saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des 2 résolutions. 002 du 29 mai 2025 qui avait autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire à charge de M. Constant Moutamba, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. La deuxième, 004, votée par l'Assemblée nationale en date du 15 juin 2025, qui avait autorisé les poursuites contre le même Constant Moutamba. Les 2 résolutions, non, les 2 requêtes. La deuxième requête maintenant, c'est contre l'arrêt, avant de droit, mais en vérité définitif sur incident, rendu par votre haute cour dans la procédure RP 22/CR en date du 23 juillet 2025 qui avait rejeté les exceptions que nous avions soulevées par devant elle. Nous sommes allés donc devant la Cour constitutionnelle, nous avons déposé au greffe, les 2 requêtes ont été signifiées à l'Assemblée nationale et à la Cour. C'est ainsi que nous vous demandons, Monsieur le Président, de tenir compte de ça et de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour constitutionnelle. Merci. Honoré membre de la Haute Cour, comme les prédécesseurs venaient de dire clairement, vous allez constater qu'effectivement 2 requêtes ont été déposées. Et nous sommes fondés sur les prescrits constitutionnels tels que permis aux partis. Voilà pourquoi nous avons fait état de ces 2 requêtes à l'audience de séjour pour que, conformément à l'article 162 de la Constitution, qui donne les pouvoirs à toute partie dans une instance judiciaire, de pouvoir attaquer en inconstitutionnalité tout acte du juge contraire à la Constitution auquel on serait fait allusion dans une cause où elle est concernée. Voilà pourquoi nous avons jugé que les 2 résolutions prises par l'Assemblée nationale ainsi que votre arrêt de la fois dernière violaient manifestement les prescrits constitutionnels ainsi que les 2 arrêts des principes de la Cour constitutionnelle, à savoir l'arrêt R-Cons 1800 et R-Cons 1830. La loi dit que devant pareilles circonstances, on ne fait pas débat. La conséquence à tirer, c'est la surséance. Et comme ici nous ne sommes pas devant la Cour constitutionnelle où ces débats doivent avoir lieu, nous osons croire que, puisque dans un état de droit, des lois sont faites pour être appliquées et respectées. Et puisque la Constitution dit que lorsque une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par devant une juridiction, la conséquence pure et simple, c'est la surséance, toute affaire cessante. Voilà pourquoi nous vous prions, honorés membres de la Haute Cour,
d'en tirer toutes les conséquences des droits en découlent, à savoir décréter la surséance. Nous avons Vous avez ajouté? Non. D'accord. Monsieur le roi de la loi, vous avez la parole pour votre avis. Nous avons 2 requêtes déposées devant la Cour constitutionnelle. La première requête s'attaque aux résolutions de l'Assemblée nationale. La deuxième s'attaque à l'arrêt de la Cour ayant répondu à ce même préalable qui était soumis devant notre Cour. La parole vous est accordée. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous sommes contents que nous évoquions les expressions qui nous intéressent au plus haut point. Nous sommes un pays de droit. Les choses doivent être faites conformément aux lois qui existent. Et en tant que programme de la loi, nous veillons. Une requête qu'on a déposée à la Cour pénale. La Cour constitutionnelle sous R11 27 36 et une autre sous R11 25 37. C'est parce qu'on ne nous a pas notifié ces requêtes que nous avons du mal à en tirer la substance réelle. Car cela requiert. Nous commençons par restituer des choses dans le contexte réel, c'est-à-dire la loi. Nous allons lire cette disposition qu'on a évoquée tout à l'heure. L'article 162 de la Constitution. Le législateur s'exprime en ces termes. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Je répète. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci, s'il soit à statuer et saisie toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. Je crois que le problème qui se pose, c'est la compréhension qu'il faut se faire de cette disposition légale. On peut introduire cette exception de constitutionnalité soit par voie d'action ou par voie d'exception au vu de cette disposition légale. Par voie d'action, ça signifie quoi? Vous allez à la Cour constitutionnelle pour déposer votre requête. C'est le cas pour le prévenu qui a déposé sa requête, ses requêtes à la Cour constitutionnelle sous R11 25 36 et sous R11 25 37. Le prévenu naturellement va attendre le pouce puis répondre. C'est n'a rien à voir avec la Cour de cassation. Par contre, si cette exception était soulevée de manière exceptionnelle, c'est-à-dire par voie d'exception, c'est-à-dire devant votre notice de cour, là, les choses devraient avoir une autre signification. La Cour devrait se conformer à cette disposition en décrétant la séance. Sans faire de commentaires.
Or, dans les cas sous examen, la requête n'a été par voie d'action. Je crois que les choses sont claires. C'est donc une requête qui est inopérante devant cette piste. Parce que la partie au prévenu qui a saisi la Cour constitutionnelle d'attendre que la Cour se prononce. Mais quant à votre piste de cour, qui devra continuer l'examen de la présente cause dans la sérénité la plus totale. Monsieur le Président, c'est encore une fois l'occasion pour nous. Parce que je l'avais déjà dit, la tentation était grande pour jouer au dilatoire. Le peuple congolais attend avec patience d'être fixé sur la manière dont on gère son argent. Et le peuple a appris que 19 900 ont quitté les comptes de l'État vers un compte de privé d'une société de façade. Mais nous voyons dans les réseaux l'effervescence des uns et des autres, l'agitation des uns et des autres. Oui, c'est justifié parce que le peuple veut savoir comment les choses se sont déroulées. Est-ce que nous avons le droit de recevoir ce peuple en souscrivant à une telle demande? La demande est normale. Dans un état de droit, c'est une demande qui est justifiée. La demande est faite par voie d'action à la Cour constitutionnelle. Il appartient à la Cour constitutionnelle de répondre à cette demande. Ça n'a rien à voir avec la Cour de cassation, l'office de cour que vous êtes. Si vous êtes saisi par voie d'exception, ah oui, vous deviez s'y soir. C'est la loi qui le prévoit. Mais alors, dans le code de précision, toujours en lisant de manière intelligible cette loi, la Cour constitutionnelle, bien sûr, peut être saisie pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Alors le problème c'est quoi? La question devient intéressante. Lorsque par mes propres recherches, je suis tombé sur la fameuse requête, sur la requête, excusez-moi, j'ai lu ceci. Et par un avenir du droit, mais l'effectif 6, les incidents, dépourvus de toute motivation ou à tout le moins insuffisamment motivé, la Cour de cassation va rejeter toutes ces exceptions. En réalité, on s'attaque à un jugement, à un arrêt rendu par votre piste de cour. C'était le 23 de ce mois sous RP 22/CR. Alors la question, était la nature juridique d'un arrêt rendu par le piste de cour sous RC ou sous RP 22/CR? S'agit-il d'un acte législatif ou c'est un acte réglementaire? La réponse est claire. Une décision judiciaire n'est ni un acte législatif, ni un acte réglementaire. Je pense que l'office de cour ne va pas tomber de la tentation d'avoir une autre lecture de cette disposition légale. Donc cette requête n'a rien à voir avec la présente procédure. Vous avez rendu une décision judiciaire qui n'est pas un acte législatif, qui n'est pas un acte réglementaire. Le prévenu accusé de ce droit pour saisir la Cour constitutionnelle, il attendra que la Cour constitutionnelle lui réponde. En ce qui concerne l'office de cour, c'est une requête qui est inopérante. La Cour devra poursuivre
l'instruction de la présidente Paul sans désemparer, parce que le peuple attend. Monsieur le Président, nous voyons les choses au loin. Depuis le début de ce procès, nous avons dit que nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent tirer les choses en longueur. Nous avons intérêt à ce que le peuple sache la suite réservée à la présente cause pour que sa soif de vivre dans un pays de droit puisse enfin être exprimée. Vous pouvez. D'accord, on allait vous demander de chuter puisque vous êtes répété plusieurs fois. Oui, la défense, vous avez la parole. Ouvrez seulement le micro, ça marche. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable membre de l'Auguste Cour, honorable procureur général près la Cour de cassation. Depuis d'abord les possibilités, il vous plaît, de vérifier, d'acter ma comparution. Je suis Condé Waboma Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa. En réaction maintenant, dans un deuxième mouvement, à ce que l'organe de la loi vient de donner comme considération juridique à ce niveau. Nous sommes étonnés d'entendre l'organe de la loi commenter, critiquer le contenu des requêtes en inconditionnalité. Et il le fait devant la Cour de cassation. Vous n'êtes pas la juridiction de l'inconstitutionnalité. Tous ceux qui voudront commenter la recevabilité, la pertinence ou non de requête, ils le feront devant la Cour constitutionnelle. Il reste ici et maintenant la Cour de cassation a sous les yeux les deux requêtes enrôlées signifiées aux parties intéressées. L'article 162 que l'organe de la loi a évoqué avec clarté me semble imposer qu'il soit sursis à statuer jusqu'au videment du contentieux de constitutionnalité et nous reviendrons à la poursuite en ce qui me concerne. Le ministère public qui a une maîtrise particulière de la loi, il terminait son intervention en vous disant « Veuillez, n'est-ce pas, ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent dilater la procédure, même si ce n'est pas le mot qu'il a utilisé, dilater la procédure. » Nous disons ceci, Monsieur le Président, honorable juge de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général, près cette Cour, Monsieur le Président, veuillez échapper à la précipitation à laquelle se sont livrés et l'Assemblée nationale et le parquet général pour Montebourg. Je dis merci. Oui. J'adhère au propos de mon éminent confrère le bâtonnier Condé, mais j'ajoute ceci. Le procureur général a eu à instruire cette cause
sur base de la résolution 002 de l'Assemblée nationale. Il a eu à initier des poursuites contre le prévenu Moutamba sur base de la résolution 004. Nous, c'était ces résolutions, on ne serait pas devant l'auguste cour. Mais maintenant, ces deux résolutions sont attaquées en inconstitutionnalité. Il vous dit non, allons-y. Allons comme ça. Un peu comme les Kimaloumalou de triste mémoire. Allons-y, allons-y. Ben, nous allons faire des accidents là-bas. Ce qui vous fonde, ce qui vous permet d'instruire la cause est mis en cause. Vous allez avancer comment? L'avant-dire droit, en fait, le définitif sur incident que vous avez rendu, par lequel la Cour a déblayé le terrain et contesté, attaqué devant la Cour constitutionnelle. Le procureur général vous dit non, allez-y, n'en tenez pas compte, parce que ce n'est pas un acte législatif, parce que. Mais qui est juge de la recevabilité de ces deux requêtes? Qui est juge de la nature juridique de ces deux documents mis en cause? En tout cas, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Pour le procureur général, nous devons aller vite parce que le peuple congolais attend. Il attend de voir pour savoir comment son argent est géré. Mais le peuple congolais sait déjà comment son argent est géré parce que beaucoup ont avoué qu'ils détournent de l'argent et le procureur général n'a rien fait. Ce n'est pas une première. Hein? Ce n'est pas une première. Merci. Je pense que il y a une dernière intervention. Oui, monsieur de la Haute Cour. Voilà que le ministère public, pour asseoir son argumentaire, avec tous les courages du monde, il s'est fondé sur des dispositions constitutionnelles pour vous faire comprendre que ici, on ne peut attaquer en inconstitutionnalité qu'un acte législatif ou réglementaire. Mais nous disons au ministère public que les droits, ce n'est pas seulement la loi. Les droits, c'est aussi la jurisprudence. Les droits, c'est aussi la doctrine. Et si le ministère public, peut-être, n'arrivait pas à se mettre à jour, nous disons que nous nous mettons à jour par rapport à cette question-là. Et ici, nous nous fondons sur vos propres arrêts de principe rendus par vous, à savoir l'arrêt Air-Cons. Si vous pouvez retirer, lui ne sait pas se mettre à jour. C'est vous qui vous mettez à jour. Je retire, monsieur le Premier Président. Merci. Nous étions en train de rappeler alors au ministère public qu'il existe des arrêts de principe rendus par cette même haute cour, la Cour de cassation en son temps, siégeant comme juge constitutionnel. Et là, nous sommes dans des arrêts rendus populaires, à savoir l'arrêt Chibalonza et l'arrêt Kaputu. Il s'agit de l'arrêt Air-Cons 051 TRS du 31 juillet 2007. C'est l'arrêt Trésor Kapuku contre l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Nous avons un autre arrêt rendu par cette même cour. Il s'agit de l'arrêt Air-Cons 062 TRS du 27 décembre 2007 en cause Célestin Chibalonza contre l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ces arrêts
ce qu'on peut considérer comme acte d'assemblée. Et ici, par acte d'assemblée, il faut voir, entre autres, les résolutions prises par l'Assemblée nationale. Voilà la réponse à la préoccupation du ministère public, quoique ce débat ne devait pas avoir lieu devant vous. Ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même. Ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même devait savoir. Deuxième chose, en ce qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité contre des décisions judiciaires, là aussi, nous rappelons au ministère public que la jurisprudence a évolué. Je rappelle, et vous vous souviendrez tous, qu'il y avait un arrêt qui était rendu par le Conseil d'État. Et cet arrêt a été attaqué en inconstitutionnalité. Et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour violation des droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Tel est le cas. Un autre arrêt, c'est l'arrêt 1830, c'est-à-dire 1830. Cet arrêt a été rendu par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en premier et dernier ressort. Cet arrêt a été attaqué devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour la bonne et simple raison qu'il violait les droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Et ici, nous nous attaquons votre arrêt, qui est un arrêt rendu en premier et dernier ressort, puisque c'est ça la condition sine qua non pour que l'on puisse attaquer une décision judiciaire en inconstitutionnalité. Donc, votre arrêt remplit toutes les conditions requises pour être attaqué en inconstitutionnalité. En ce qui concerne les problèmes liés aux exceptions d'inconstitutionnalité par voie d'action ou par voie d'exception, non, ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie, puisque si l'on commençait à demander qu'on explique comment il faut intervenir par voie d'action ou par voie d'exception, je pense que la personne qui a soulevé cette question ne vous donnera pas d'éléments, puisque jusque-là, cette question est controversée. Mais que cela ne tienne, que l'on suppose que les requêtes que nous avions introduites directement par devant la Cour constitutionnelle constituent une exception d'inconstitutionnalité par voie d'action et que par conséquent, selon le ministère public, la Cour ne peut pas surseoir. Mais nous disons ceci. Dès lors que nous revenons sur cette même exception par devant vous, nous rappelons, puisque ici nous ne sommes pas limités uniquement à déposer les requêtes pour ne pas faire état à l'audience des jours. Mais ici, nous sommes en train de vous démontrer comment les actes de base, les actes de procédure, sur base desquels vous êtes obligés à statuer, sont contraires à la Constitution. Et que par conséquent, pour une bonne administration de la justice, vous devez surseoir parce qu'il serait inconcevable qu'aujourd'hui, vous poursuivez l'instruction de cette cause sur base des actes que nous considérons comme anticonstitutionnels et que par après ces mêmes actes soient annulés par le juge constitutionnel. Quelle serait alors la valeur juridique de votre arrêt? N'est-ce pas là créer une insécurité judiciaire pour les particuliers? Et c'est ce que nous devons éviter. Voilà pourquoi nous demandons au ministère public de prendre son mal en patience, de nous accorder ces 30 jours-là, puisque la Cour constitutionnelle qui est à ce jour saisie n'a que 30 jours pour rendre son arrêt. En nous renvoyant, en ordonnant la surséance, pour attendre que la Cour constitutionnelle se prononce en ayant 30 jours. En quoi le ministère public qui veut à tout prix que cette affaire aille vite, comme si on doit se précipiter, comme si le Congo va déménager aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, messieurs de la haute cour, veillez faire droit à notre développement de nos moyens et en tirer toutes les conséquences, puisque les débats ne doivent pas avoir lieu ici. Veuillez donc ordonner la surséance tout de
toutes affaires cessantes, nous avons dit. Bien, la Cour vous accorde la parole. Monsieur le Président, nous sommes obligés de dire ceci. Nous sommes en face d'une décision judiciaire rendue par votre discours. Alors la première question, quelle est la nature juridique de cette décision? S'agit-il d'un acte législatif ou d'un acte réglementaire? C'est ça que dit l'article 162 de la Constitution. Soyons légalistes. Nous avons dit que nous sommes dans un pays de droit et nous veillons à ce que les procès se déroulent conformément à la loi. Il n'y a pas que les jurisprudences qui viennent d'être évoquées tout à l'heure par le prévenu. Il y a aussi une autre jurisprudence sous Ecos 1272. Si vous lisez le 5e paragraphe, vous vous rendrez compte qu'effectivement, la Cour constitutionnelle est le seul juge qui examine la constitutionnalité, la conformité des actes législatifs et réglementaires à la Constitution. C'est ça les soucis des législateurs. Mais en ce qui concerne l'arrêt attaqué, l'arrêt avant du droit sous RP 22/CR. Mais c'est une question judiciaire qui n'a rien à voir avec un acte législatif ni un acte réglementaire. C'est un problème de cohérence. C'est un problème de la lecture fidèle de la loi. Qu'on ne puisse pas s'en prendre au ministère public. Non, nous ne sommes qu'esclaves de la loi. Lorsque vous avez la possibilité d'attaquer une décision judiciaire en soulevant une exception, alors choisissez, vous allez le faire par voie d'exception ou par voie d'action. Si c'est par voie d'exception, là les choses changent. Parce que la Cour ne peut pas, n'a pas reçu compétence d'examiner la conformité des actes à la Constitution. Mais dans le cas d'espèce, vous avez saisi, le prévenu a saisi la Cour constitutionnelle. C'est son droit le plus légitime que nous respectons. S'il a rien à voir avec le discours, qui devra poursuivre les instructions des affaires, on dit qu'avant de sortir des instants, il faut que la décision tombe. Non! Il y a beaucoup d'actes qu'il faut poser. Il y a beaucoup de témoins qui vont défiler devant le discours pour éclairer sa religion. Nous ne prenons pas pour une instruction précipitée. Non! Nous voulons faire les choses de manière la plus propre possible, conformément à la loi. Nous pouvons nous plaindre ici, mais la loi c'est la loi. Les jugements attaqués n'est pas un acte législatif, encore moins un acte réglementaire. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président général. La dernière intervention. D'accord. Mais, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Messieurs de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, nous avons la nette impression que le ministère public veut transformer la Cour de cassation en Cour constitutionnelle. La nette impression, ce qui peut nous amener dans une confusion. On voit de hauts magistrats, de professeurs d'université, de magistrats qui ont travaillé pendant des années devant nous. On s'est dit, où sommes-nous? Où sommes-nous pour que l'on suive des théories et des théories qui n'arrivent pas? Vous nous avez demandé de retirer, j'ai dit, vous nous avez demandé de retirer un mot. Nous l'avons fait de bonne foi. Mais il ne faut pas que, intérieurement, on sent qu'il y a quand même un souci. Évoluons, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour. Évoluons. Ici, il est question de constater que le client a saisi en inconstitutionnalité
qui est son droit le plus légitime, une juridiction qui a ses attributions et ses compétences. Ce n'est pas au niveau de la Cour de cassation de commencer à examiner les bien fondés de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité. C'est une erreur. À moins que l'on puisse changer les choses. Mais on s'est dit aussi que nous sommes devant la haute cour. Je dis bien la haute cour, qui sécurise toutes les juridictions, tout ce qui s'est fait au niveau inférieur. Attention, 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 pas à la cour, mais au ministère public qui tente à faire glisser cette haute cour. Nous ne voyons pas cette haute cour morte à cette heure. Le prévenu est là, il va comparaître. Le prévenu est là, il a ses droits. Le prévenu est là, c'est ça. Il vous a dit la fois passée, c'est un procès de sa vie. Allons-y, allons-y, allons-y où vous avez l'obligation de faire des choses propres. La forme étant intimement liée au fond. Je dis même intimement liée au fond. Nous ne pouvons pas aborder le fond tant que la forme pose des problèmes. Nous avons vu, désolé, la Cour est embarrassée par la requête qui vous a saisi au fait de fixation. La requête initiée par le greffier en chef. La loi dit que c'est la requête initiée par le ministère public. Oh, ce sont des leçons que nous tirons de la haute cour. Nous ne voulons plus revenir sur ça. Nous voulons tout simplement tirer l'attention de cette haute cour. Des magistrats, oui, nous serons opposés d'eux, après d'eux. Nos enfants vivront ça. On n'est pas possible. S'il faut tuer quelqu'un, on va le tuer. Mais ici, on n'est pas là pour précipiter les choses. Faisons les choses dans l'effort. Vous êtes des responsables. Nous sommes dans les responsables des ministères publics et des responsables. Alors, notre client a un seul mot qui voulait dire à ça, avec votre autorisation, monsieur le Premier ministre. Un seul mot. Un seul mot. Je pense que c'est le dernier intervenant. Monsieur le Président. Non, je pose la question, c'est le dernier intervenant. Il y en a d'autres qui veulent intervenir. Vous intervenez, lui intervenez le dernier. Merci beaucoup, monsieur. Vous intervenez le dernier. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour de cassation. La plus haute cour qui examine les questions judiciaires, purement judiciaires. Nous avons vu à la dernière audience que devant les exceptions soulevées par la défense et le point de vue donné par le ministère public, la Cour s'est retirée et elle est revenue, a pris l'affaire, a libéré, a rendu un arrêt, nous avons dit sur les bancs. Si telle est la manière, permettez qu'à cet instant précis, nous puissions rappeler le contenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle R-Cons 1272 du 4 décembre 2020 dont a parlé le ministère public, mais sans en épuiser l'économie. Voilà ce que disait la Cour constitutionnelle. Le général de brigade WM sollicite la Cour constitutionnelle de lire inconstitutionnel l'arrêt RP 015/2020 rendu par la Haute Cour militaire en date du 2 juillet 2020. En effet, je vais aller au dispositif pour ne pas faire perdre de temps, la Cour constitutionnelle, après avoir relevé que l'exception de constitutionnalité n'est possible et réalisée que sur production d'un arrêt ou jugement avant dire droit rendu par la juridiction saisie de la cause, a rappelé qu'au terme des dispositions des articles 160 et 162 de la Constitution, elle ne connaît que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification des lois
des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs, des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire. La Cour a indiqué qu'hormis sa compétence d'attribution relevant des dispositions ci-dessus, elle ne peut exercer sa compétence résiduelle que dans les conditions fixées par sa jurisprudence. Que dans sa jurisprudence, elle a étendu, Monsieur le Président, au membre de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, je sollicite, s'il vous plaît, nos oreilles, que dans sa jurisprudence, elle a étendu sa compétence à l'égard de seuls actes d'assemblée sous une double condition que l'acte déféré ne relève de la compétence matérielle d'aucun autre juge et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière. Qu'en l'espèce, l'examen de la requête qui poursuit l'inconstitutionnalité d'un arrêt de la Haute Cour militaire n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle, car un tel arrêt n'est ni un acte législatif ni un acte réglementaire au sens de la loi, moins encore un acte d'assemblée au sens de sa jurisprudence, mais plutôt un acte juridictionnel susceptible de voir de recours devant la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour a souligné que les dispositions des articles 76 alinéa 5 et 83 alinéa 3 de la loi 023-2002 du 8 novembre portant code judiciaire militaire ont été approchées implicitement par la Constitution. Tout ça, c'est les arrêts et jugements rendus par les juridictions de vous, statuant en premier et dernier ressort et qui violeraient des droits garantis aux particuliers par notre Constitution sont susceptibles d'être attaqués à l'inconstitutionnalité. Dans tous les cas, c'est un discours que nous faisons, comme on dirait, hors jeu, parce que l'appréciation de la pertinence de nos requêtes se fera par la Cour constitutionnelle. Recevabilité et fondement par la Cour constitutionnelle. Ici, vous avez les requêtes introduites dans les formes, nous ne faisons qu'une seule prière. Une seule prière, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Merci également aux honorés membres de la composition. De prime abord, je tiens à rendre hommage à mon directeur de cabinet qui vient de décéder. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Je suis en train de... S'il vous plaît, vous avez demandé la parole, pas pour nous dire il y a tel qui est mort. C'est par rapport à la question que vous avez soulevée vous-même, un point de... J'ai beaucoup de respect pour les morts. Nous tous également. Si vous n'avez pas à dire, nous vous lâchons la parole. Vous pouvez me laisser poursuivre. Je vous avais prévenu que ça, c'était les fausses cérémonies. Vous avez la parole, mais revenez à l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour le procès de la vie et de l'institution. Monsieur le Président, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis ici pour faire face à un procès de la vie. Laissez-moi parler. Sinon, je ne serai pas là. C'est vous les juges. Je suis le président. Merci. Je voudrais juste rappeler au ministère public, en renchérissant sur les propos de mes avocats,
qu'il y a un distinguo à faire entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et la compétence résiduelle de la Cour constitutionnelle. Quelque part, de vers votre haute Cour se limiter à faire un simple raccourci en développant la compétence principale, c'est extrêmement grave. Parce que c'est un haut magistrat de 35 ans d'expérience. Dans toute la jurisprudence. Vous allez vous adresser à la Cour. C'est tout ce que je voulais rappeler, qu'il y a un distinguo à établir entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et de la compétence résiduelle. Dans la compétence résiduelle, plusieurs arrêts de principe de la Cour constitutionnelle posent deux conditions. Un acte peut être déféré au-delà de l'article 162 de la Constitution devant la Cour constitutionnelle dès lors que 1. Il n'y a aucune autre juridiction qui peut statuer dessus. 2. Dès lors que cet acte viole manifestement les droits fondamentaux d'un citoyen, et en l'occurrence, mes droits, en général, à la défense ont été systématiquement violés. Je n'ai eu, et comme vous le savez, le droit à un procès équitable postule également la garantie du droit de la défense. Les droits de la défense doivent être respectés pour que le procès soit équitable. Ça, c'est la Constitution. Et que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est un acte qui est déclaré préalablement conforme à la Constitution. Et que de ce point de vue, lorsqu'il est violé, il viole également la Constitution. Donc, il ne peut pas dire, en banalisant, comme si on amenait, je ne sais pas moi, un mouton ou un porc à l'abattoir. Mais si c'est le cas, mais il aurait dû m'égorger des puits. Ici, on parle des droits fondamentaux des citoyens. Et vous êtes juge pour les préserver. J'ai démontré ici pendant plus de 12 heures à 14 heures. Adressez-vous à la Cour. Je suis en train de m'adresser à vous, président. Vous me regardez. Ça va, merci, allez-y. Merci beaucoup, président. Et donc, comme je le disais, président, ici il s'agit des droits fondamentaux. On ne m'a pas donné l'occasion de présenter les moyens de défense. Et je suis convaincu que si cela m'avait été accordé, on ne serait pas devant vous. Parce que je crois au haut magistrat qui instruisait ce dossier. Si vous voulez, je peux le citer, le magistrat Kalula, parce qu'il était objectif. Si nous avions pris le temps nécessaire, nous n'en serions pas arrivés là devant votre mais malheureusement, puisque le complot était fait, le plan était établi, c'était d'éliminer et d'écarter un adversaire politique. Et donc ils ont violé toutes les règles de droit. Le ministère public, c'est les garants aussi du respect des lois de la République. Mais dès lors, comment peut-il aujourd'hui me refuser ce droit? Le droit de pouvoir recourir devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir présenter ces irrégularités observées lors du vote de ces différents réquisitoires. Et donc, je pense humblement qu'il est de mon droit, en tant que prévenu, de pouvoir soulever ce moyen afin que votre haute cour puisse sursoir. Sursoir, ce n'est pas fuir. J'ai promis au ministère public que je vais affronter ce procès jusqu'au bout. Parce que l'unique façon pour moi de déclarer mon innocence était d'affronter cette réalité. Et que c'est le prix
d'un combat que je paye et je suis prêt à le payer jusqu'au bout. Donc je voudrais vraiment le rassurer que j'avais toutes les possibilités d'éviter cette humiliation, mais j'ai voulu passer par cette humiliation. Parce qu'en tout état de cause, des épreuves qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas forcément pour nous enfoncer. C'est peut-être des leçons de vie que nous apprenons, mais c'est aussi peut-être pour un tremplin. Donc pour moi, c'est une épreuve que j'accepte avec beaucoup d'humilité, sportivité, avec beaucoup d'élégance, quelle que soit l'issue de ce procès. Donc je vous remercie. La Cour vous dit merci et prend en délibéré les préalables et suspend l'audience. L'audience est suspendue. Nous estimons que l'Assemblée nationale a violé l'article 121 de la Constitution qui oblige les chambres parlementaires et ici l'Assemblée nationale appelées à délibérer sur les personnes, elle doit les faire à bulletin secret. Je donne lecture de la disposition. Article 121. Chacune des chambres ou le congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve requis. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au règlement intérieur de chacune des chambres ou du congrès. Les votes sont émis soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l'ensemble des textes de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des chambres ou le congrès peut décider le secret du vote pour l'adoption d'une résolution déterminée. Toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Le constituant utilise l'indicatif présent. Et nous savons que l'indicatif oblige. Donc, l'Assemblée est obligée de procéder par bulletin secret. Et quand il est question de décider de l'ouverture d'instruction ou de l'ouverture de poursuite contre un individu, c'est un vote, une délibération sur les personnes. Les résolutions donc ont violé l'article 121 de la Constitution. Conformément donc à l'article 162 de la même Constitution, je vais en donner lecture. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle, et nous sommes dans le cas d'espèce. Nous soulevons cette exception, nous disons que les deux résolutions 002 du 29 mai 2025 et 004 du 15 juin 2025, en vertu desquelles
la procédure a été initiée contre notre client sont inconstitutionnelles. Nous demandons à votre cour de surseoir et de transmettre toutes les affaires cessantes de dossier à la Cour constitutionnelle. Nous avons dit un confrère peut me compléter peut-être. Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président. Oui. Cela a été très éloquent et il a été entendu. Oui, nous venons sur le banc déposer les 2 résolutions avec votre autorisation. Voilà. Merci. Monsieur le Procureur général, vous pouvez réagir. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je ne voudrais pas dire que nous sommes dans l'élite. Parce que on nous a donné l'économie de la requête déposée à la Cour constitutionnelle sous R11 25 46. Si je m'en et la Cour est appelée, la Cour constitutionnelle est appelée à se prononcer grâce à cette requête. Non, après que votre piste pour elle réussit la demande des exigences de la non fondée, on revient sur la même demande formulée sous forme d'exception. C'est que nous retenons. Et on se réfère toujours à l'article 162 de la Constitution. Mais il y a un petit souci, dans la mesure où la Cour constitutionnelle est déjà saisie de cette requête. On revient sous une autre forme sur le même terme. Ne faut-il pas appliquer l'adage selon lequel exception sur exception ne vaut? C'est la grande question que les juristes se posent devant une telle difficulté. Nous pensons que on vient de déposer les 2 requêtes. Nous attendons que la Cour constitutionnelle qui est déjà saisie de cette demande puisse se prononcer et que cela ne peut pas perturber la poursuite de l'instruction de la présente affaire. Nous considérons que procéder ainsi garderait les exigences légales qui veulent que exception sur exception ne vaut. Vous pouvez considérer, Monsieur le Président, honorable membre de la Haute Cour, que cette demande, encore une fois, n'a pas d'incidence sur la poursuite de l'affaire. Nous avons dit. Oui. Précis. La même précipitation qui a conduit à toutes ces erreurs, en fait, qui vont faire date. L'histoire va nous juger sévèrement. Parce que vous êtes la plus haute cour. Président, je ne voudrais pas rappeler à votre haute sagesse que je suis jugé ces jours
en premier et dernier ressort. Nous ne sommes pas au premier degré. Nous ne sommes pas au degré d'appel, président. Nous sommes devant la Cour de cassation. Ça veut dire que les choses doivent être prises au sérieux. Parce que vous avez le droit ici de la vie et de la mort politique de quelqu'un. Président, peut-être parce que vous me voyez debout, c'est parce que j'ai le moral d'affronter. Mais je ne souhaiterais même pas au ministère public de vivre cette épreuve, aucune fois dans sa vie. Est-ce que vous pouvez revenir à ce qui a été dit? J'en viens. Président, vous savez, lorsque les droits fondamentaux sont systématiquement piétinés dans un état de droit où tous gouvernent et gouvernants sont soumis à l'autorité de la loi, les 19 millions sont dans la banque. Les prévenus que je suis n'ont jamais touché à un franc. Revenez à l'exception. Là, c'est déjà le temps. Dans l'exception. Non. Je dis, pourquoi sommes-nous pressés? Faisons des choses correctement. Si ça nous prendra. Non, vous n'allez pas dire laissez-moi parler pour en abuser. Hein? Vous avez demandé la parole pour ajouter à ce que qui vous assistent ont dit. Vous ajoutez et puis nous passons la parole au ministère public. Pas nous révéler à tout moment procès de la vie, procès vie pénale, vie politique et tout. Non, c'est déjà dit, c'est acté. Monsieur le Président, je ne voudrais pas rappeler que le rôle du greffier, c'est d'acter tout ce que nous disons. C'est pas une décision entre vous et moi. J'ai le droit. Vous êtes en train de me juger. Je rappelle que vous jugez un ministre de la Justice. Vous êtes prévenu, vous n'êtes pas ministre ici. C'est en cette qualité. Vous êtes prévenu. On appelle les choses par son nom. Je suis prévenu Oui. juger en tant que ministre, oui. Ancien ministre de la Justice. S'il faut appeler chaque chose son nom. Ancien ministre de la Justice, ça passe. Mais ici, vous êtes prévenu. Ne confondez pas le terrain. En tant qu'ancien ministre, vous êtes incompétent pour juger. Oh là là. Oui. Il a raison. Laissez-moi parler du greffier principal. Allez-y. Merci. Président, j'étais en train de dire. Je reste calme, sérieux. Président, lorsque l'on voit la précipitation avec laquelle les choses se passent, je ne voudrais pas que vous puissiez me faire douter de l'issue de ce procès. Parce que je crois en cette justice, je crois en vous. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je voudrais que les choses se passent selon les normes. C'est tout ce qu'on vous demande. Selon les règles de l'art. Mes droits ont été violés. Ça coûte quoi à la haute cour, la plus haute cour de notre justice, en tout cas du point de vue dans l'ordre judiciaire, ça coûte quoi de nous accorder 2 semaines, 1 mois pour que la Cour constitutionnelle se prononce? Ça coûterait quoi? D'autant plus que vous veniez de nous accorder plusieurs fois des remises. Mais au moins, vous aurez fait du bon droit. Je l'ai dit, on ne va pas fuir. Mais que les choses se passent bien et correctement, pour que même les générations futures, lorsqu'elles viendront lire vos œuvres, n'aient pas de quoi les critiquer. Donc ici, il est hors de question d'avoir peur d'affronter la justice. Nous voulons tout simplement que si votre haute cour, dans sa sagesse légendaire, peut se mettre à la place du prévenu et accorder le délai nécessaire en ordonnant la surséance, nous allons devant la juridiction constitutionnellement compétente et puis nous revenons vers vous. J'ai dit je remercie.
Il était le dernier à intervenir. Oui, monsieur le Président, je complète et puis vous ouvrez. Monsieur le Premier Président, nous avons vécu ici une décision révolutionnaire de la Cour suprême de justice d'antan dans le dossier Tarangaï. La Cour, déjà saisie, s'est rendu compte, bien sûr, avec les éléments de la défense, que le procureur général d'antan, le procureur général Louoké, n'avait pas prêté serment. La Cour a pris ses courages en main et a fait arriver. Voilà le courage. Voilà le courage. C'est pour cela qu'on vous dit, conformément à l'article 150, ce qui vous lie, ce qui lie les ministères publics, ce qui nous lie, nous tous, c'est la loi, ce n'est pas la volonté de quelqu'un. Nous voulons que la loi soit respectée. Nous le disons. La nation nous jugera. La nation nous jugera à travers les décisions que nous prenons aujourd'hui. Peut-être, c'est parce que c'est le prévenu, vous dites bien les preuves. Hier, il n'était pas prévu. Ce sont des termes. On accepte. Mais la nation nous jugera en fonction des décisions qui sont rendues. La fierté de cette cour, ce n'est pas de plaire, non, c'est plutôt de respect des valeurs. Et l'article 150 de la Constitution vous ramène, désolé, à jouer ce rôle. Comme nous, la Constitution nous ramène à jouer notre rôle de défenseur. Comme le ministère public, son rôle, conformément à la loi, c'est d'amener devant vous les personnes. Dieu merci, le ministère public ne condamne pas. Il veut que vous puissiez condamner, en sollicitant votre intelligence. Pas qu'une seule personne, votre nombre d'heures. L'initiateur, c'est pourquoi il veut que vous puissiez vous élever. Si c'était seulement le ministère public, on ne viendrait même pas ici. J'ai dit. Merci, Monsieur le Premier Général. Vous avez la parole. Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, il y a des termes qu'on ne devrait pas utiliser ici. Nous faisons l'effort pour nous conduire en tant qu'organe de la loi. En tant qu'organe de la loi, nous n'agissons pas par précipitation. Il faut éviter ces termes-là. C'est nous qui apprécions, c'est nous qui instruisons le dossier, c'est nous qui apprécions à quel moment nous pouvons envoyer le dossier en fixation. Non, il se met à la place de l'organe de la loi pour dire non, l'instruction n'est pas complète. Mais en vérité, les fois vous allez apprécier le travail fait par le ministère. Il ne se limite pas à ça, il continue à utiliser un terme impropre, précipitation. Quelle précipitation? Je crois que prochainement, celui qui va utiliser ce terme-là, nous demandons le disque pour qu'il puisse le retirer. Ce n'est pas honnête. C'est nous qui instruisons les affaires. C'est nous qui apprécions à quel moment l'instruction est terminée. Ne vous mettez pas à la place de l'organe de la loi. Deuxième chose, monsieur. Oui, on a semblé rapprocher ce que nous connaissons tous. Opposition si l'opposition les vaut. Oui, c'est un problème de cohérence procédurale. Je suis fier d'être devant les hauts des avocats rompus, des magistrats qui ont une longue carrière. Dans ce que nous faisons, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, une certaine logique. L'exception que vous soulevez par la voie d'action est différente de celle que vous soulevez par la voie d'exception. Mais quand vous le faites au même moment, il n'y a plus de cohérence. C'est pourquoi on dit, non, quand vous avez pris l'initiative de saisir la Cour constitutionnelle par voie d'action, mais attendez qu'on vous réponde. Non, vous êtes impatient, c'est pourquoi nous continuons à croire. Ils ne veulent pas que nous puissions avancer. Nous avons perdu toute une matinée, seulement dans les préalables qui, en définitive, se révèlent non fondés. Qu'est-ce que nous avons gagné? J'étais dans les couloirs, et même avant de venir ici, j'ai croisé un compatriote qui me dit, ah,
Les théâtres, ça. Nous verrons la suite. Voilà, les peuples nous regardent. Faisons honneur à cette robe que nous portons. À cette, vraiment, j'ai peur de certains mots qui sortent. Oui, l'histoire va nous rattraper. Oui, l'histoire va nous juger. Chacun sait ce qu'il fait. Nous voulons faire les choses selon les règles de l'art. Un point clair. Nous n'avons pas de sentiments à exprimer, nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit. Notre seule bataille, c'est le respect de la loi. Soyons cohérents, c'est pourquoi, quand vous avez soulevé l'exception par la voie d'action, soyez patients. Troisième considération, Monsieur le Président, au regard des membres de la Haute Cour. Donc, j'ai entendu les choses. Il pense que quand vous soulevez l'exception, vous prenez tous les dossiers, vous envoyez à la Cour constitutionnelle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les dossiers restent. On attend que la Cour constitutionnelle se prononce. C'est ça, ce que nous connaissons. Dans les cas d'espèce, c'est un problème de cohérence. Il n'y a aucune raison que le guide pour puisse s'il soit à l'instruction de la présente Cour. Soyons sérieux. Pour que la population nous prenne au sérieux. Pas comme ceux qui disent non, les habillants, pas tout ça. Ce sont des choses, on dirait que nous ne savons pas où nous sommes. Avançons. Je suis très content quand le prévenu dit qu'il est de son moral est fort. Il va tenir bon jusqu'à la fin. Je vous félicite. Vous n'avez pas un combat à mener contre les politiciens. Ici, c'est les droits. Dans ma vie, je n'ai jamais rêvé faire la politique. Non, encore moins les membres de l'UDISPO. Nous, c'est les droits. Nous avons perdu toute notre jeunesse au service du droit. Et nous allons continuer parce que Dieu va nous récompenser avec tous les efforts que nous préparons. Nous avons dit, Monsieur le Président. Vous avez encore dit non. Le mot de la fin. Monsieur le Premier Président. Allez-y. Mais pas de rédition. Oui, Monsieur le Premier Président. Une seule personne qui intervient. Si j'ai vu deux mains en l'air, une seule personne. Choisissez-vous. Entre vous deux, qui intervient? Bon. Une seule personne, j'ai dit. En fait. Donc quand vous intervenez, il y a un de parole. Non, s'il vous plaît. Oui, allez-y, c'est vous qui avez la parole. Oui. On a encore fait la parole à Maître Colomb. Allez-y. Nous voulons demander si la Cour peut accepter que le client se remette, il se sent un peu fatigué. Sans problème, personne. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais apaiser le ministère public par rapport au terme. Si le terme précipitation gêne, nous ne trouvons pas d'inconvénient de le retirer. Mais nous avons tout simplement voulu faire voir à la Cour que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui est dues à une certaine manière d'instruire. Et nous ne le disons pas en vain, nous avons des éléments. Ça, c'est les deux. Et de trois, quand le ministère public demande à ce que nous puissions être sérieux. Non, d'abord, il a dit qu'il a croisé un quidam qui lui a dit que non, nous perdons les temps. Nous ne perdons pas les temps. Désolé, la défense ne perd pas le temps. Si le temps est perdu par quelqu'un d'autre, c'est la personne à s'assumer. Mais de notre côté, nous travaillons. Nous travaillons conformément à la loi. On n'invente rien, nous faisons plutôt la volonté du législateur. Alors, troisième chose, il a demandé à ce que nous puissions être sérieux. Nous sommes très sérieux. Très sérieux. Très sérieux, nous confirmons ça. Avec votre autorisation, le bâtonnier Condé déplacera un mot. Non. Les débats sont clos. On prend les moyens à délibérer. La Cour s'est retirée. L'audience est suspendue. Merci. Secrétaire général au ministère de la Justice. Vous avez écrit chez le défi. Bololiba King. Bololiba. King. Il y a King à la fin. B-O-O-T-O, Boto, B-O-O, et Loliba. King à la fin. Ajoutez King. Oui. Oui. Bon, nous avons des mots ici, ce n'est pas
Oui, mais nous avons découvert ça. Voloriba King. Ah, voilà. Oui, King. C'est vrai. C'est fini pour vous? Non, il y a aussi Madame Masika Utondo Libya. Elle est directeur chargé des services pénitentiaires au ministère de la Justice. Oui, Madame Masika Utondo Lydia. Masika Utondo Libya. C'est fini, je pense. Non, il y a encore celui qui gère les projets, on dit ici que c'est lui le secrétaire permanent, qui gère la cellule de gestion des projets et marchés publics au ministère de la Justice. Son nom, c'est qui? Il s'appelle M. Baata, B-A-A-T-A, Baata Bolangue Gilbert. Baata, il y a deux A, puis T-A. Donc il est secrétaire permanent à la cellule de gestion des projets et des marchés publics au ministère de la Justice. Il y a aussi le secrétaire général au ministère de... Greffier, vous avez acté le nom de Baata et sa fonction. Oui. Le secrétaire général au ministère des infrastructures et travaux publics. Son nom, c'est qui? Je vais communiquer les noms exacts au greffier tout à l'heure. Et nous avons aussi à faire comparaître le directeur général de Frivao. Une petite parenthèse, à l'est, ça bouge parce qu'ils attendent. Comment on a besoin du nom. On a besoin du nom. Le directeur de Frivao. Son nom, c'est comment? C'est le directeur général de Frivao. Un monsieur, une dame. Non, c'est un monsieur. Il y a aussi les gestionnaires de l'immeuble. On a prétendu que cette société a un siège au quartier de niveau de l'immeuble. Il va aussi venir éclairer le guise de bout. Son nom, je vais aussi communiquer son nom. La situation de l'immeuble, vous pouvez donner des précisions? Bon, c'est lui qui gère cet immeuble là-haut. La société de façade prétend avoir un siège. L'immeuble. Je vais communiquer toutes ces précisions. Vous avez terminé? Pour nous, ce sont là des personnes qui peuvent éclairer le risque. Je précise que pour la plupart de ces personnes, ils ont les raisons. D'accord. D'accord. Oui, côté